Nous entrons dans le moment de l'histoire où nous ne saurons plus ni quelle est l'origine, ni la nature d'une image. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Éric Sadin est l'un des philosophes en France qui s'oppose le plus à l'intelligence artificielle. Honte au genre humain d'avoir sauté à pieds joints sur ces machines. Chacune de ses interventions génère des millions de vues et suscite une forte adhésion en France. Nous sommes à +3, nous sommes à un moment charnière, il nous reste encore +3 pour nous montrer agissants. On a donc voulu comprendre quels étaient les dangers de l'intelligence artificielle et ce qu'il risque d'arriver à notre société si nous continuons de les utiliser. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui va nous rester? C'est quoi notre rôle sur Terre? Si tu peux, est-ce que tu arrêterais tous les usages de l'IA? De l'IA, non. Des IA génératives, ouais, évidemment, oui. La tech est-elle déjà un nouveau totalitarisme? Certainement pas. Oui ou non, notre civilisation est-elle en danger? Oui, une vision du monde que nous aimons depuis au moins depuis les Lumières qui est foncièrement en danger. L'IA va-t-elle rendre le philosophe inutile? Il est probable que d'ici 5 années, la mission foncière du philosophe, à terme, soit mise en péril par l'omniscience cognitive de l'IA générative. C'est lui, philosophe, qui essaie de se sauver avec cette question, par cette réponse. Mais nous sommes tous en danger. L'IA est plus intelligente que toi? Certainement pas. Les réseaux sociaux détruisent-ils le débat démocratique? Ah, ça, c'est certain. La Silicon Valley est-elle l'ennemi numéro 1 de la liberté? Certainement pas. Elon Musk, visionnaire ou dangereux? Visionnaire, certainement pas. Dangereux, non, j'irais ma boule. Sacrément ma boule et sacrément intelligent, c'est pas du tout contradictoire. Le transhumanisme est-il une pure folie? Je crois que c'est surtout une pure folie d'avoir accordé du crédit à toutes ces thèses depuis une quinzaine d'années, alors que c'est un délire total. Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Ni l'un ni l'autre. J'aime l'analyse factuelle des faits. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien aujourd'hui. Tu publies Le désert de nous-mêmes aux éditions L'Échappée. Mon 10e essai uniquement consacré aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Un livre dans lequel tu partages tes inquiétudes sur l'intelligence artificielle, pas n'importe laquelle, générative. On vous met le lien du livre en description pour ceux que ça intéresse. Et si vous nous écoutez en podcast, sachez que toutes nos émissions sont disponibles aussi en format audio. J'ai lu ton bouquin et honnêtement, moi je suis quelqu'un de jeune. J'utilise l'intelligence artificielle générative. J'utilise beaucoup d'outils, je suis sur les réseaux sociaux aussi. Quand je suis ressorti de ton bouquin, j'ai eu le sentiment que tu étais quelqu'un d'aigri. J'ai l'impression que... on sort ce bouquin et le monde va mal et qu'il n'y a rien de positif à tirer des technologies. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses ça? Pessimiste, certainement pas. Comme je disais, j'opère des analyses factuelles le plus précises possible. Nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années, encore plus depuis 3-4 ans, et depuis 6 mois, c'est tous les jours. Il y a pas une dépêche de presse, un article, on ne peut pas ouvrir un journal sans qu'il y ait des choses relativement à l'intelligence artificielle et aux IA génératives. Or, il me semble qu'il y a une grande confusion qui est à l'œuvre actuellement. C'est qu'on ne fait pas un distinguo élémentaire que nous devrions faire en termes de rigueur méthodologique. C'est de distinguer les IA telles qu'elles sont à l'œuvre depuis une vingtaine d'années et les IA génératives qui sont apparues il y a 3 ans lors du lancement public de ChatGPT. Tu peux expliquer la différence peut-être pour ceux qui nous regardent? En novembre 2022. C'est capital, Antonin, de saisir cette différence. Mais c'est pour ça que je te demande de l'expliquer. La dite intelligence artificielle, telle qu'elle est à l'œuvre, en gros depuis le milieu des années 2000, c'est un autre embranchement dans l'histoire des technologies numériques. Je vais essayer de le dire très court, mais c'est important pour les personnes qui nous regardent. Les technologies numériques qui sont des systèmes qui ont permis, depuis des décennies, la collecte automatisée de données, le stockage, l'indexation automatisée, Google... Bon, l'informatique, donc on parle de la naissance donc à partir des années 90, là. Non. Avant, donc l'informatique, dès que on commence à avoir des ordinateurs. Il y a plus d'un siècle, la fin des 1890, il y a plus d'un siècle, il y a 130 ans. On ne parle pas d'informatique alors là. Si, on parle d'informatique. Les cartes performées, IBM, ça date du premier recensement automatisé aux États-Unis. Avant la machine de Turing. Bien avant, D'accord. un demi-siècle avant. Donc il faut me laisser terminer non, mais bien sûr, mais c'est pour qu'on je comprenne bien. Je plaisante, Antonin. Tu m'es très sympathique et j'ai bien vu qu'immédiatement on s'est trouvés mutuellement très sympathiques. Donc les fonctionnalités de l'informatique est à l'œuvre depuis plus d'un siècle. Collecte, stockage automatisé, indexation, ce qu'a fait Google à la fin des années 90. On entre un mot et on a quantité de corpus en rapport avec le mot indexé, enfin dont on recherche l'indexation, et manipulation à diverses fins, et toujours plus aisée, toujours plus rapide, de l'information
de façon individuelle et collective. Si ces fonctionnalités, elles sont à l'œuvre plus que jamais, depuis une vingtaine d'années est apparu un autre embranchement dans l'histoire des technologies numériques et qui a vu un complexe technologique assurer une autre fonction, j'ai envie de dire une autre mission, c'est celle d'expertiser le réel. D'expertiser des pans de plus en plus étendues du réel et de plus en plus, pour compliquer les choses dans notre compréhension, mais c'est très simple, et de plus en plus en temps réel. Je te donne un exemple, Antonin, que je donne souvent parce que tout le monde l'utilise et il est très éloquent et il est très emblématique de cette fonctionnalité. L'application Waze, que tout le monde utilise, rachetée par Google à une société israélienne à la fin des années 2000. Application qui permet de naviguer en voiture, notamment d'un point A à un point B, en utilisant le GPS. Voilà, quand on l'interroge, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle expertise, tu vois, cette puissance d'expertise, l'état du trafic au moment où on l'interroge, par exemple, entre Paris et Nancy, quel est l'état du trafic, en récoltant monceau d'informations qu'aucun être humain ne pourrait récolter selon de tels volumes, et à des vitesses qu'aucun être humain ne pourrait traiter. Et qu'est-ce que font ces systèmes ? Elles produisent en quasi-temps réel, avec un délai infime qu'on est incapable de voir, en réalité de peu d'importance, qui expertisent l'état du trafic, mais pas seulement, qui envoient des signaux au retour. C'est ça l'intelligence artificielle aussi, cette puissance d'expertise, mais aussi cette puissance de recommandation en retour, en l'occurrence, d'emprunter au vu de l'optimisation énergétique, de l'optimisation de durée du parcours, d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre. Nous sommes entrés depuis une vingtaine d'années dans ce que j'avais appelé, déjà dans l'IA ou l'enjeu du siècle 2018, le tournant injonctif de la technologie. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il faut saisir ce que je vais dire là, c'est d'une portée politico-juridique énorme. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des systèmes, un complexe technologique nous suggère, nous recommande, parfois nous oblige, je termine bien sûr. D'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Je vous arrête 2 secondes. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains Œil pour Œil. Alors, ces systèmes, ils sont à l'œuvre depuis une vingtaine d'années. Ils entraînent quantité de conséquences qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment interrogées. Quand je dis parfois « nous oblige », je renvoie, cher Antonin, aux méthodes managériales qui sont à l'œuvre dans les entrepôts Amazon, par exemple, qui voient les manufacturiers équipés de capteurs et des systèmes d'intelligence artificielle qui, en temps réel, expertisent leurs mesures de performance, leur localisation, et qui les enjoignent, alors là, ça rigole pas, c'est qu'ils les enjoignent d'aller chercher tel produit dans telle armoire pour les déposer à telle vitesse dans telle palette, réduisant, tu le reconnaîtras, des êtres humains à des robots de chair et de sang, leur privant toute dignité humaine, toute singularité, avant qu'eux-mêmes ne soient remplacés par des humanoïdes dotés de qualité kinesthésiste toujours plus étendue. Certainement que les données récoltées permettront d'alimenter ces robots pour qu'ils puissent bien se comporter. Voilà. Alors, si cette intelligence... Mais là, on parle d'un cas extrême. Alors, non. Duquel le plus négatif. Enfin, en tout cas, duquel le plus négatif qui peut être... Non, là, nous parlons de cas, Antonin, que tu dois en aucune manière qualifier d'extrême, qui sont à l'œuvre dans le management contemporain, mais qui sont, pour nuancer les choses, si on a besoin de nuancer... Amazon, en tout cas, pas dans toutes les entreprises aujourd'hui, il n'y a pas des capteurs qui permettent d'identifier le comportement il y a quantité de systèmes, notamment avec l'usage quotidien que nous faisons tous de l'ordinateur dans le champ du travail, qui analysent les mesures de performance du personnel et qui induisent ensuite l'élaboration de benchmarks par les DRH et les responsables de services, et qui leur disent nous avons les résultats de toutes tes façons de travailler, et donc il va falloir réorganiser les choses. Pour terminer sur cela, la dimension cognitive et organisationnelle, pour nuancer les choses, ces systèmes permettent aussi, dans cette dimension cognitive et organisationnelle, par exemple, l'élaboration dans l'industrie pharmaceutique de molécules adaptées à des pathologies particulières, qui ont analysé des effets secondaires sur des groupes de population ou des pathologies, ou par exemple dans l'industrie aéronautique, ces systèmes qui permettent d'affiner l'aérodynamisme. Donc, on a envie de dire ensemble, je te vois hocher la tête. Ah oui. Antonin, on a envie de dire... Grâce à des milliers de données qui ont été analysées que les êtres humains n'auraient pas pu analyser. Donc là, on a envie de dire... Donc, c'est positif. On va dire, il y a des propriétés vertueuses. Et, on a parlé d'Amazon, il y a des propriétés qui sont proprement abjectes et sur lesquelles jamais un régulateur de la planète s'est penché. Et moi, j'en parle depuis une quinzaine d'années de cela. Bon. Il y a cela, depuis 3 ans, est apparu un autre type d'intelligence artificielle dont on doit relever
que ça ne vient pas se substituer à ce qui existe déjà, ça vient s'agréger, donc c'est un double mouvement. Et là, qu'est-ce qui est à l'œuvre ? C'est le sous-titre de mon livre, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Alors Antonin, qu'est-ce que ça veut dire le tournant intellectuel et créatif ? Il est dorénavant dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui, jusque-là voulant dire depuis la nuit des temps, mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Comment ne pas voir la rupture qui est à l'œuvre et notamment, à terme, la moindre mobilisation de nos facultés les plus fondamentales et notamment celle de parler en première personne, de laquelle nous allons nous délaisser quantité d'autres facultés, au premier rang desquelles celle de produire des symboles. Nous allons nous délaisser notamment aussi de la faculté qui dit l'usage du langage et la faculté de penser. Nous allons les déléguer de plus en plus à des systèmes. Comment ne pas voir la rupture qui est à l'œuvre ? Et vu la gravité de ce qui est à l'œuvre et que nous allons dérouler ensemble, si tu es d'accord, quantité de conséquences, pour ma part, non pas par caprice, mais par analyse, et aussi en m'adossant à des principes fondamentaux que je pense bien plus grands que nous, bien plus grands que notre utilitarisme pratique, que nous allons nous délaisser de toute une série de dimensions qui nous constituent en propre. Au nom de cela, contrairement à la première dimension d'intelligence artificielle dont je vais parler, sur lesquelles je suis déjà, j'ai été très critique, mais avec laquelle tu as vu, je formule des nuances. Sur ce tournant intellectuel et créatif, je vais m'expliquer avec toi au long de notre conversation, je vais expliquer pour quelles raisons. À mon sens, Antonin, c'est indéfendable de part en part. C'est inacceptable de part en part. Dans ton bouquin, justement, et je disais au début, ma première question, c'était est-ce que tu es aigri ? Pourquoi je dis ça ? Je suis en aucune manière aigri. Je suis content de le Je suis très heureux de la vie. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas et qui lit ton bouquin, il peut avoir ce sentiment-là. C'est la première fois qu'on me dit ça. Disons que c'est ton appréciation. Effectivement, c'est mon appréciation, c'est moi qui le lis. Dans ce bouquin, tu fais un peu une histoire au début, dans ton introduction notamment, t'en parles, et tu parles de la révolution industrielle, puis tu parles des années 50, du boom. Je fais une généalogie. Exactement, puis après, t'expliques les années 90, etc. Bref, et arriver jusqu'aux intelligences artificielles. Et j'ai l'impression qu'à chaque moment de l'histoire et de chaque révolution, tu es critique et tu dis que chaque révolution a institué un peu plus l'état de conditionnement dans lequel on est aujourd'hui. De conditionnement, d'abandon de nos facultés. Exactement. Et notamment la dévastation de la biosphère. Oui, complètement. Mais est-ce que finalement la révolution industrielle, le baby-boom, toutes ces périodes-là n'ont pas apporté aussi du positif et nous ont pas permis... Alors certes, la révolution industrielle, on n'était plus au champ toute la journée en train de mourir de faim, mais on souffrait d'une autre manière, mais on avait d'autres activités. Alors oui, d'activité physique, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à perdre l'activité physique qu'on avait peut-être à une certaine époque, mais ça nous a peut-être apporté aussi d'autres choses mais positives. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Je parle pas là. Non, mais voilà. Je n'évoque pas cela. Là, en l'occurrence, avec toi aujourd'hui, j'évoque le fait que. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas du positif aussi à aller chercher, de la vertu à aller chercher dans ces nouveaux outils qui nous accompagnent et qui nous permettent. Alors, mon cher Antonin, en termes de méthodologie, c'est pas en faisant la part entre le positif et les négatifs qu'on analyse clairement les choses. C'est en les analysant de façon structurelle et après on peut juger les choses. Ça y est, il est arrivé ce moment où 3 ans après la mise en ligne de ChatGPT dans sa première version publique et plus largement des IA génératives, où nous commençons à voir les grandes conséquences, j'ai presque envie de dire, les grands effets dévastateurs. Je m'explique. Et c'est un moment très intéressant que nous vivons, +3, parce que je crois que dans les premiers temps, nous avons fait preuve d'une sorte de candeur, voire d'irresponsabilité que nous allons payer très cher. Nous sommes à +3. Et enfin, j'ai presque envie de dire, malheureusement, et enfin à la fois, Antonin, il est arrivé le moment où on commence à voir les grands effets dévastateurs. Tu as entendu parler du concept qui nous vient de la Silicon Valley depuis quelques mois, en gros depuis l'été 2025, de Jobs Apocalypse, qui vient de la Silicon Valley, qui annonce des licenciements qui viennent, qui ne sont pas encore de masse, mais qui s'annoncent, qui viennent auprès des cols blancs, à l'image des licenciements extrêmement importants, parmi d'autres, auxquels a procédé Amazon en octobre 2025, dont tu as entendu parler. Mais il y a un autre phénomène insidieux qui commence à être documenté dans le monde du travail et des études sérieuses, et ça regarde notre audience qui est généralement jeune, celle du crayon. Bien sûr.
il y a un autre phénomène auquel nous allons être confrontés, et je pense qu'en société, on n'est pas prêt à ça, Antonin. C'est le fait que ce que disaient ces témoignages d'entrepreneurs et des phénomènes qui germinent, qui sont en germination, qui sont bien plus insidieux que des licenciements, c'est des moindres embauches. Et je renvoie à une parole d'un entrepreneur de la Silicon Valley. Il disait, moi, en octobre 2025, pourquoi est-ce que je vais aller employer un jeune codeur, donc qui vient de sortir de ses études et qui en a bavé et qui a dépensé souvent de l'argent, qui a entraîné des longues études pour acquérir ses qualifications, dès lors que des systèmes font en 15 secondes ce qu'ils feront en une journée. Donc, ça y est, il est arrivé le moment où on commence à saisir certains constats dans le monde du travail, et ce n'est que le début. Il n'y a pas un jour, Antonin, sans que nous parviennent des témoignages de professeurs qui nous disent qu'ils ne comprennent plus le sens de leur mission, qui ne savent plus à quoi ils servent, et des témoignages de foules d'étudiants qui, sans aucune honte, sans aucune gêne, disent utiliser ces machines de la mort. Je vais expliquer pourquoi c'est des machines de la mort tout à l'heure, qui utilisent ChatGPT ou d'autres systèmes pour écrire à leur place, en oubliant le fait que apprendre l'écriture, écrire, participe de la constitution de la pensée et du jugement critique. J'égrène quelques exemples là. Nous savons aujourd'hui, c'est documenté, que plus de 30% des morceaux qui sont postés sur les plateformes musicales telles Spotify, c'est des morceaux générés par des systèmes qui mettent en danger toute l'industrie musicale, tout le monde de la composition. Et pour terminer sur cette liste, une fois encore, j'ai dit qu'elle pourrait être égrenée sur de très très longues lignes, sont de plus en plus documentés des phénomènes de dépendance affective vécus par des hordes d'adolescents qui s'en remettent à ces systèmes pour orienter le cours de leur vie et aussi qui leur confient leurs états d'âme et dont on sait que dans des cas extrêmes, ils ont conduit à des suicides. Mais, mon cher Antonin, tout ce que je viens de dire là, qui sont des faits, il me semble que nous aurions pu les pressentir il y a 3 ans. L'avènement de ces phénomènes, nous aurions pu deviner qu'ils allaient se former et qu'ils allaient se développer. Or qu'avons-nous fait ? Et qu'est-ce qu'on aurait fait ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Alors, je vais te le dire, Antonin. D'abord, je vais te dire ce que des hordes d'individus ont fait, décembre 2022, 2023, etc., ont sauté à pieds joints sur ces systèmes, en se réjouissant de l'utilité pratique que ça leur offrait, le poison de l'utilité pratique, sans que nous soyons souciés de la mère de toutes les préoccupations. Et quelle est-elle ? C'est celle de nos enfants et de nos petits-enfants, qui donc, déjà nous posent, mais plus encore dans 2 ou 3 ans, vous nous posez la question, mais papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ? Pourquoi j'apprends l'orthographe ? Pourquoi j'apprends la grammaire ? Pourquoi j'apprends à lire les grands textes ? Pourquoi j'ai besoin de me lever à 7h30, je peux rester dans mon lit à voir TikTok, le cauchemar, si des systèmes sur une simple instruction de ma part va produire du texte ou du pseudo-texte, ce que j'appelle un langage nécrosé, on y reviendra. Cette question, elle est d'une extrême gravité. Nous ne sommes pas posés. En cela, nous avons fait preuve d'une faillite morale collective. Et à divers titres, nous allons la payer très très cher. Et honte, je le dis en tant qu'être humain et à toi, être humain, honte au genre humain d'avoir sauté à pieds joints sur ces machines qui vont conduire au renoncement de l'usage de ce qui nous constitue en propre et de nos facultés les plus fondamentales qui constituent notre grandeur. Ouais. Et notamment, ce que nous faisons là, à l'instant, de parler en première personne et d'échanger et d'exprimer notre singularité, notre subjectivité, plutôt que de laisser parler des machines à ma place. Avant de parler de ce qui va nous arriver, j'aimerais juste, avant que tu expliques ce qu'on aurait dû faire. Quand on est le 30 novembre 2022, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'a fait l'Italie ? En décembre 2022, le gouvernement italien interdit l'usage de ChatGPT. Mais c'était pour des mauvaises raisons, c'était pour la protection de données personnelles, parce que certaines personnes au gouvernement et conseillées par certains dits experts, leur dit attention, ce sont des machines à absorber des données personnelles, donc ils ont mis la chose en réserve pendant quelques semaines. Non, je crois, et je peux expliquer pourquoi. Autant quantité de technologie, on peut nuancer les choses, avoir une analyse critique au cas par cas, ce qui doit être le cas. Ne jamais oublier que ce ne sont pas des développements naturels, ce sont des développements issus de l'industrie de la tech qui ne pensent qu'à leur profit et qui mettent ça sur le marché sans
aucunement faire appel à l'assentiment de la société. Et on ne doit jamais oublier que tout cela ne découle en aucune manière d'un projet de société concerté en commun. Oui, je crois, au vu de la gravité de ce qui vient, je vais te décrire certains phénomènes. Mhm. Oui, je crois que nous aurions dû interdire ces machines de la mort qui vont nous conduire à l'inutilité de nous-mêmes, à des états de coquilles vides et à des masses d'inutiles. Je termine sur ça. Nous ne l'avons pas fait. Je l'ai dit, nous allons le payer très cher, mais nous sommes à plus 3. Plus 3. Je crois, pour ma part, que nous sommes à un moment charnière. Il nous reste encore plus 3 pour nous montrer agissants avant que nous adossions toutes nos existences individuelles et collectives à des systèmes qui vont nous dire la vérité en toute chose et qui vont entraîner la mobilisation la fin de la mobilisation de nos facultés les plus fondamentales. Il nous reste encore 3 ans. Donc là, je dis des choses qui sont encore un peu abstraites. Je voudrais, si tu veux bien, Antonin, qu'on rentre dans le cœur du réacteur, comprendre comment tout cela fonctionne et comprendre les conséquences. Est-ce que tu te souviens de la réaction qu'avaient eue quantité de millions d'individus qu'on voyait sur Twitter, des réactions dans nos entourages? Moi, j'entendais. J'ai pas 2 oreilles, moi, Antonin. J'en ai 17 des oreilles. Hypersensible. J'en vois que 2 pour l'instant. Mais crois-moi, j'en ai 17, voire 22. Et j'ai été très sensible à ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi le 30 novembre 2022, dont on doit rappeler que c'est le jour du lancement de ChatGPT, et plus largement des IA génératives. Tu te souviens peut-être, Antonin et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'à l'époque, des foules de millions d'individus disaient « Mais c'est incroyable, c'est extrêmement bluffant, des systèmes qui, sur simple instruction de notre part, produisent du texte. » Et on doit reconnaître que c'était bluffant. Il y avait quelque chose de sidérant. Tu te souviens, les premiers jours, la Terre entière était sidérée par ça. C'était incroyable. Des machines se mettent à parler. C'était un peu le cas avec les enceintes connectées. Non, mais là, à écrire. Et de façon apparemment de qualité. Et d'ailleurs, à ce propos, ces mêmes foules, elles disaient, mais, et ça, j'étais très marqué d'entendre ça. Peut-être que ça va sonner une cloche dans ton esprit, ce que je dis là. Ces mêmes foules disaient, mais il faudrait davantage de développement technologique pour que ça s'apparente parfaitement à un langage humain. Mais elle est là, notre grande erreur. Notre immense erreur qui va nous conduire à une sorte de désert du langage. Je m'explique. C'est qu'avant de sauter à pieds joints sur ces systèmes, nous aurions dû voir comment ils fonctionnent. Parce que peut-être qu'on le sait aujourd'hui, il y a 2 types de systèmes qui sont mis en œuvre pour produire cela, pour produire ce pseudo-texte. Il y a d'abord un premier type de système, c'est des systèmes qui sont élaborés pour aller moissonner la totalité des corpus numérisés, existants depuis la nuit des temps. Tous les livres de la planète numérisés. Bases de données, Internet, fonds de bibliothèque, bref, la totalité des corpus numérisés, en vue d'être pris en charge dans un second temps par un autre attirail de systèmes qui les soumettent à des équations mathématiques et statistiques. C'est-à-dire, ils font une sorte de topographie, de tableau pharaonique, c'est incroyable en termes de puissance, et qui sont conçus en vue de rechercher une seule dimension, principalement un seul vecteur, qui est celui de la récurrence. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu tapes le terme voiture, le terme volant ou route ne sera jamais très loin. Et ça veut dire que ces systèmes sont construits, sont élaborés sur le principe cardinal de la corrélation. Et il faut me suivre sur ce que... Le cerveau humain peut fonctionner par corrélation aussi. Non, mais justement, tu vas comprendre. Je ne savais pas que tu te ferais à ce point-là l'avocat du diable, mais tu es dans ton rôle. C'est fondé sur le principe de la corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on parle de concret. Ce n'est pas mon opinion, c'est factuel. Et j'expliquais ça déjà dans la tribune du Monde. Et que je reprends un nouveau trait dans mon livre, Le désert de nous-mêmes, qui est un des meilleurs. Parce qu'on est là aussi pour faire sa promo. Merci. Qui est aujourd'hui imprimé à 4e tirage de 10 000 exemplaires. Et je peux vous l'assurer, c'est pas écrit avec ChatGPT. Toutes les phrases... Never in my life I will use this system. Ils sont fondés sur le principe de la corrélation, nous disions, c'est-à-dire que s'il y a A, au vu des statistiques cataloguées, il y aura B, et pour trouver l'occurrence C, ça devient un peu plus compliqué. S'il y a B, il y a facilement B. Et C, ce sera à l'intérieur d'une dimension, au vu des
de toutes les historiques catalogués, les statistiques, et des équations mathématiques, et des schémas logiques mis en place, ça sera l'occurrence qui a le plus de chances d'apparaître au vu des statistiques cataloguées, qui apparaîtra. Donc ça s'inscrit, la fabrication de ce pseudo-langage, ce que j'appelle pseudo-langage, je vais m'expliquer pour quelle raison, ça s'inscrit à l'intérieur d'une dimension de corrélation probabiliste. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on ne voit pas, mais nous on est incapable de voir ça, en réalité, ça c'est très subtil, a lieu et produit ce qui a déjà eu lieu. Mais ça on est incapable de le voir. C'est-à-dire que c'est que de la reproduction de choses qui ont déjà eu lieu, mais je le redis, on ne peut pas le voir. Et cela est produit par ce que j'appelle un capitalisme linguistique, c'est-à-dire des industries qui ont mis entre les mains des systèmes à produire ce pseudo-langage. Je dis pseudo-langage parce qu'il est schématisé, il est dépourvu de tout souffle vital, il est mathématisé et il ne correspond qu'à, comme on l'a dit, des choses ayant déjà existé, c'est-à-dire privé de toute inventivité. On tourne en rond, globalement. C'est pas qu'on tourne en rond, c'est-à-dire qu'il ne fait que reproduire. Il n'y a pas de souffle vital. Et le souffle vital, c'est nous. Alors, je m'explique en quelques mots pour mettre en vis-à-vis. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire là, il faut bien comprendre que c'est à l'opposé absolu de la façon dont nous jouons avec le langage depuis la nuit des temps. Parce que nous, la façon dont nous jouons avec le langage, justement, ce n'est pas fondé sur le principe de la corrélation, mais à l'opposé, la façon dont nous jouons avec le langage dépend, mon cher Antonin, de nos idées, de nos pensées. Et qu'est-ce qui caractérise nos pensées ? Oui. Qu'est-ce qui caractérise nos pensées ? C'est que des enchaînements de pensées, tels que celles que je suis en train de faire en ce moment, Ouais. personne ne les fait de telle manière sur la planète. Personne. Sur une minute et encore moins au long d'une journée. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je dis là ? Ça veut dire que notre pensée, la façon dont nous organisons nos idées, elles sont absolument singulières. Donc ça, c'est, comme dit le philosophe Henri Bergson, c'est l'élan vital. C'est notre souffle de vie qui se manifeste dans le langage, dans sa puissance inventive, dans sa puissance de singularité. Personne ne parle comme tu parles, personne ne parle comme je parle. Donc c'est à la fois le vecteur de l'affirmation de la singularité absolue, que nul être n'est pareil, mais c'est aussi le vecteur premier, de l'affirmation et de l'acceptation de la liberté humaine. Tu as le droit de faire part de tes positions, mais c'est aussi le vecteur en société de l'acceptation, puisque tu parles autrement que moi, et que moi je parle autrement de toi. Et on pourrait dire de ça de nous tous. C'est aussi l'acceptation de la pluralité constitutive de la société, que la société n'est pas homogène, ne ressort pas d'une voix unique, mais d'une pluralité de cœurs en foyer qui ne cessent de s'exprimer et qui, à un moment, dans la contradiction, doivent trouver des accords. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Donc, pour terminer sur ce premier point, d'un côté, il y a ce langage nécrosé, que j'appelle le thanatologos. Le thanatos, en grec, c'est la mort. Logos, c'est le discours. C'était beau à trouver pour moi, le thanatologos, ça sonne bien. Le thanatologos, donc on va se défaire de cette puissance vitale, de cette puissance d'affirmation de nos singularités, pour laisser parler ce langage schématisé, nécrosé, mathématisé, qui de plus en plus va envahir notre environnement informationnel et nous défaire de notre puissance inventive et de notre premier étendard d'affirmation de notre liberté. Rien que cela, à côté de toute quantité d'autres conséquences, qui sont au nombre de 4 pour les grandes conséquences, que si tu es d'accord, si on a le temps, on va les dérouler. Rien qu'au nom de ce que je viens de dire. Mais là, je ne vais pas affirmer, je ne vais pas dire des réflexions qui sont issues de mon travail depuis plusieurs années sur cela. Je pose la question à nous tous, Antonin. Est-ce que où ça nous emmène de laisser parler ces machines qui produisent ce pseudo-langage à notre place et qui va envahir notre environnement informationnel, à la place de notre créativité, de la pluralité des voix humaines? Où ça va nous emmener? Sinon à des formes de standardisation et d'homogénéisation. Est-ce qu'on le voit venir, cela? Je nous pose la question à nous tous. On va avancer parce que sinon on n'aura pas le temps de tout. Mais j'aurais envie de répondre et d'aller approfondir à cette discussion-là, mais il va falloir qu'on avance. Je suis désolé. Faut qu'on avance, je t'en prie. Sur les conséquences. Donc, tu parles de 4 grandes conséquences. Oui. Quelles sont-elles et est-ce que tu les vois comme des prophéties, pour reprendre un article récent
du Figaro à ton compte. Oui, en réalité, il y a 3 grandes conséquences et après une conséquence existentielle et philosophique. Si on a le temps, je reviendrai. La première conséquence, on en a parlé, c'est le langage. Mais je n'ai pas terminé. C'est le langage, c'est l'image, le champ de la représentation, et c'est la troisième champ capital dans nos vies, c'est celle du travail, donc sur lequel on reviendra si tu es d'accord. Je n'ai pas terminé sur le langage, je dois terminer par un autre point qui est extrêmement important. Pour la conséquence, pour comprendre la conséquence. Ouais, capital. Et là, il faut bien comprendre la dimension insidieuse de ce que je jouais. Parce que j'ai dit c'est un langage homogénéisé, standardisé. C'est plus complexe que ça. Je m'explique. Ces systèmes aussi, dans nos rapports que nous avons, du point de vue individuel avec eux, je parlais de dépendance émotionnelle tout à l'heure d'adolescents à l'égard de ces systèmes, qui se confient à eux et qui attendent de plus en plus la vérité du monde, bien plus de leurs parents à terme que de ces systèmes. Ces systèmes sont capables d'analyser la façon dont nous parlons. On utilise plus tel terme, telle expression, de façon à nous parler de façon personnalisée. C'est-à-dire, le diable, c'est ça l'analyse et le travail du philosophe. Je suis en forme ce soir. C'est grâce à ton joli sourire, Antonin. Et pourtant, ça fait plusieurs heures qu'on tourne. N'est-ce pas ? Et je suis en fin de promotion, c'est pour te dire. Mais c'est beau de terminer avec le crayon et j'en suis ravi. Et de nouveau, merci pour votre invitation. Donc, c'est plus compliqué de dire que c'est un langage homogène et standardisé. C'est le cas. Ça le sera de plus en plus sur Internet. De plus en plus, sur Internet, le texte qu'on va lire, ça va être des productions de ChatGPT. Tu sais, aussi avec l'idée de produire un langage parfait, lisse, sans accroc. Tu vois, un fantasme de langage parfait. En réalité, c'est un cauchemar, un langage parfait. Regarde-moi comme je parle et comme on parle. Il y a des scories, il y a des retours en arrière, il y a aussi des inattendus, des choses qu'on n'avait pas, qu'on n'imaginait même pas. Et on le dit, appelons ça les surprises de la vie. Bon. Mais c'est aussi un langage personnalisé, adressé à chacun d'entre nous, mais avec une visée très précise, mon cher Antonin, très précise. Des systèmes qui ont, d'une certaine façon, si on utilise une expression anthropomorphique, qui ont toujours une idée derrière la tête. Toujours. C'est l'idée de faire mouche. C'est-à-dire de nous parler de telle manière plutôt que de telle autre, de façon à, en vue de deviser, en vue de nous faire acheter tel produit ou service plutôt que tel autre. Je rentre chez moi, par exemple. Je te donne un exemple concret qui risque d'être courant dans 1, 2, 3 ans. Je rentre chez moi, analyse de mon visage par le système. Aujourd'hui, tous les ordinateurs ont une caméra intégrée. Analyse de mon visage, voire de mes flux physiologiques par mon smartphone que j'ai tenu toute la journée. Et c'est relié à des données qui croisent tout cela. Et je dis, je suis épuisé. Mon cher système que j'appelle, je ne sais pas comment, ELISA, tiens, c'est un système qui correspond à des systèmes d'intelligence artificielle qui étaient à l'œuvre au cours des années 70. Je l'appelle, appelons-la Elisa ou Patrick, j'en sais rien. Je suis fatigué ce soir, je ne sais pas quoi manger. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme recette ? Alors, il va soit me proposer une recette et avec des livreurs de produits, soit tel produit relié à Uber Eats. Et c'est à l'avenant dans tout le cours de l'existence, mais aussi ces systèmes. Et notamment auprès de foules d'adolescents, puisqu'il y a des jeunes au crayon 1 qui vont opérer des jeux d'influence inédits auprès d'êtres d'autant plus vulnérables qui sont seuls face à leurs écrans. Et comment ne pas voir que ces systèmes vont être utilisés par des partis politiques extrêmes en vue d'opérer des jeux d'influence sur les consciences ou des clans idéologiques véreux qui vont leur tenir des discours qui font mouche et qui, de plus en plus, d'un point de vue évolutif, vont analyser et vont voir comment ils adhèrent ou ils doivent en rajouter pour qu'ils adhèrent à leur thèse. Voit-on ces nouveaux jeux d'influence qui font que c'est l'altérité qui, de plus en plus, est évacuée. Appelons-les l'altérité nos professeurs, nos parents, nos proches, nos amis, notre petite amie, notre épouse, notre mari, qui fait que la vie est faite de quantité de fréquentation, de jeux d'influence, de jeux de réflexion, de jeux de bouleversement. Et là, il va y avoir un lien de plus en plus continu. Et comment ne pas voir des nouvelles formations des psychés via des systèmes et des intérêts et des visées qui sont au bout. Donc ça, c'est une première conséquence que le législateur ne voit pas venir, que moi, je vois venir. Et là, si tu veux, on est en décembre 2025, je sais que tu vas le passer, là, cette vidéo-là, bientôt, on est en quasi-direct. Mais si tu veux, Antonin, d'ici 2-3 ans, on se redonne rendez-vous, tu verras qu'il y aura déjà des effets, notamment dans les campagnes électorales, où il y aura ces systèmes qui vont être utilisés. Et la deuxième conséquence,
pour ce qui est du langage. Là, on a parlé du langage. Oui, ça, c'est le langage, c'est une des premières C'est le conséquences. langage. C'est la première grande conséquence, c'est ce langage de la mort. Donc, la manipulation des foules et et la des masses manipulation par, des consciences par des par le systèmes langage. qui nous parlent. Mais avec pas n'importe quel système qui nous parle. Avec des systèmes qui sont dotés qui vont être dotés, qui sont déjà et qui vont être de plus en plus dotés d'une omniscience cognitive sans cesse croissante. Parce qu'on sait que ce ne sont pas des technologies stables. Ce sont des technologies en sophistication sans cesse croissante, qui ne cessent de se développer. De ce que moi, le travail que je fais, Antonin, que je fais déjà dans le désert de nous-mêmes, dans ce livre, c'est pas seulement d'être au présent, le nez dans le guidon, c'est de voir ce qui vient. Parce que ce dont on parle là, je peux te garantir que d'ici 2-3 ans, on verra tous les effets. Et on verra que de plus en plus, quand moi je te dis une chose, tu sais ce que tu me répondras, toi ou un autre. Hein, tu me diras, oui, mon système, Barbara, elle m'a dit. Façon de dire, Barbara, avec toute sa connaissance connectée à tous les savoirs du monde, en sait beaucoup plus et analyse. Ça arrive déjà. Et ça arrive déjà. Et analyse bien plus les choses que toi. Donc la marginalisation de l'altérité. Et à partir du moment où on accorde une telle aura à ces systèmes, Antonin, voit-on tous les jeux de manipulation qui deviennent possibles. Je vais donner un exemple là-dessus et je vais aller dans ton sens. Désolé, je te pointe du doigt à chaque fois que je vais dans ton sens, mais Je ne me sens pas menacé. je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre ce que je vais dire. Parfois, on se retrouve chez soi et on ne sait pas si un des produits qu'on a dans notre frigo est encore bon ou pas. Et le réflexe que j'avais, moi, c'est d'appeler ma mère et de dire « Ah, mais est-ce que tu sais si tu laisses du jambon tant de jours au frigo, est-ce que je peux le manger ?» Maintenant, je passe par ChatGPT et la réponse de ChatGPT, étrangement, je me sens plus en confiance avec ce que peut me dire ChatGPT que ce que peut me dire ma mère dans ces situations-là. Donc, c'est déjà des choses qui, je trouve, sur des petits détails du quotidien, sont déjà à l'œuvre Bien sûr. dans la mise au banc de l'altérité. Bien sûr. Et imagine ça pour la totalité de nos interrogations au quotidien et au cours de nos existences. C'est une reconfiguration absolue d'abord de notre implication dans le réel et de ce qu'on attend d'autrui. Alors, la deuxième grande conséquence, c'est qu'on sait que ces systèmes ne sont pas des systèmes à produire du langage ou du pseudo-langage, ce sont des systèmes qui sont mis entre les mains de milliards d'individus, qui produisent en quasi-temps réel, sur un simple prompt de notre part, des images, des vidéos, des sons. Tu te souviens, Antonin, qu'en 2023, les images générées par ces systèmes, on arrivait tout à fait à les distinguer. Tu te souviens d'images où il y avait des figures humaines qui avaient 6 doigts C'était, je ne sais plus quel acteur, j'ai oublié son nom, Will Smith qui mangeait des spaghettis. C'est l'exemple qu'on reprend souvent. Oui. Will Smith qui mange des spaghettis, c'est n'importe quoi. Voilà. Et maintenant, là, il les mange très bien. Voilà. Alors, il y a 3 ans, on arrivait à peu près à les distinguer. Il y a 2 ans, je disais, tiens, c'est pas mal. Enfin, pas mal au sens de... c'est un peu bluffant. Il y a 1 an, ça devenait un peu plus compliqué. Aujourd'hui, fin 2025, ça devient très, très compliqué. C'est écrit il y a déjà des vidéos très... Ça devient très compliqué de distinguer. Dans 2 ans, c'est terminé. Et là, on entre dans ce que j'appelle l'ère de l'indistinction généralisée. C'est-à-dire, nous entrons dans le moment de l'histoire où nous ne saurons plus ni quelle est l'origine, ni la nature d'une image. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Et que personne n'a pu voir depuis le début. Je trouve que moi, je l'avais vu parce que c'était écrit. Tu sais, le rapport Meadows du réchauffement, de la dévastation de la planète et de la pollution atmosphérique. Pas le réchauffement climatique, c'était pas documenté. 1972, le rapport Meadows. Tout était documenté, tout était sous nos yeux. Qu'on fait des foules de centaines de millions d'individus et des milliards d'individus, enfin, à l'époque c'était 2 ou 3 milliards, on n'était pas aux 8 ou 9 milliards d'aujourd'hui, eh bien ils n'ont pas voulu voir, alors que c'était sous nos yeux, et ils ont préféré s'adonner aux joies infinies de la société de consommation, pour que 40 ans plus tard, on se dise « Oh, collapsologie, des jeunes jouvenceaux tombent de leur nid et nous disent c'est la fin du monde, c'est l'effondrement, c'est la collapsologie. » Mais quelle blague! Tout cela, nous aurions pu le voir dès le départ. Donc tout ce que je dis là, nous aurions pu le voir dès le début. Nous avions des signes qui pouvaient témoigner du fait que nous entrons dans ce que j'appelle l'ère de l'indistinction généralisée, c'est-à-dire que ce que je crois, que j'ai analysé, c'est qu'on a beaucoup parlé de post-vérité, de fake news ces dernières années, n'est-ce pas? Je crois que c'est la fin de cela. Que nous entrons dans ce que j'appelle l'ère de l'image fantasmatique. C'est-à-dire que ces systèmes vont permettre à des milliards d'individus de produire des images qui correspondent au moindre de leurs souhaits, au moindre de leurs lubies, au moindre de leurs folies, qui répondent au moindre de leurs rancœurs. Par exemple, rancœur ou frustration
mon patron qui aurait frappé, que je fais faire un prompt, c'est pas compliqué. Frappe un employé, je donne le nom de l'employé, on retrouve son nom sur les réseaux sociaux, etc. Son profil, son image, pas compliqué. Un prompt peut très bien te faire ça. Et je te balance ça sur les réseaux sociaux, dans l'environnement informationnel. Alors ça, Vous auriez pu écrire des scripts pour Black Mirror. Ah, ça, c'est absolument, mais ça, c'est ni vrai ni faux. Oui, je crois que j'aurais pu faire ça, et on me l'a souvent demandé. Mais... Ah bah. Oui, ça, c'est ni vrai ni faux. En revanche, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit le fait que ça entre dans le domaine de l'envisageable. Les moindres dingueries. Par exemple, je te donne un exemple, Antonin, l'image de Trump et de Netanyahou sur des transats, Oui. En sirotant des cocktails dans une Gaza aux aires de Riviera. Publié par Donald Trump. Voilà, qui était... En réalité, c'est ni vrai ni faux. C'est pas ça la question, si on analyse précisément les choses. C'est que ça répond à une lubie totalement dingue. Oui, la question, c'est pas une fake news, parce que, évidemment, c'est pas une fake news. Sait, mais c'est autre chose. C'est une lubie qui procède du déni du réel. Mais c'est posté. Et qu'est-ce que ça induit dans les psychés collectives ? C'est que ça entre dans le domaine de l'envisageable. Pourquoi pas, à la limite, c'est possible. Et c'est cela que ça va induire. C'est-à-dire, le moindre dinguerie, on va se dire, c'est peut-être le monde, c'est peut-être ce qui va venir. Et ça induit un autre phénomène beaucoup plus spécieux, beaucoup plus vicieux. C'est que le fait que les moindres... parce que des gens frustrés qui souffrent, ils sont légion aujourd'hui. Donc ça concourt à régler nos comptes avec le monde comme on peut, et notamment en produisant des dingueries ou en racontant parfois n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou en invectivant des gens qu'on n'aime pas ou pour un peu se lâcher et y trouver des phénomènes de satisfaction. Mais ça va induire aussi le fait que ces personnes qui jouent de ces systèmes, qui vont être de plus en plus nombreux, quand ils retournent dans le réel, qui cogne, comme dit Lacan, le réel qui cogne. C'est-à-dire, ils retournent dans le métro, ils retournent dans le travail. Alors là, ils vont retrouver leur frustration. Ça ne va plus du tout correspondre à leur vue. Et donc, il va y avoir deux rapports à la vie. C'est-à-dire, mes propres délires, mes propres fictions, que je voudrais que ce soit la réalité, je le balance à tout le monde. En plus, ça fait commenter les autres, etc. Et puis, il y a le rapport au réel, où mes frustrations en regard de la production de mes envies, de mes illusions, de mes fantasmes, parfois aussi de mes aspirations, et qui ne sont pas réalisées, quand de nouveau je vais rentrer dans le réel, eh bien, je vais vivre d'autant plus de frustration, d'autant plus d'insatisfaction du réel. Et voit-on les vecteurs supplémentaires de brutalisation de la société, de violence que ça va induire, comme si nous n'avions besoin que de cela. Troisième, c'est le monde du travail. Moi, je me souviens, Antonin, qui a 3 ans, des gens que je ne citerai pas, qui sont du monde de la tech. Je voyais bien qu'ils ne voulaient pas voir les choses. Moi, je voyais que là, avec l'avènement des IA génératives, c'est tout le monde du travail, notamment le monde des emplois à haute compétence cognitive, qui allait être bouleversé de part en part. Parce que je disais, ça y est, ça n'a pas été immédiat. Ça y est, c'est maintenant nous commençons à vivre les premières grandes conséquences. Et dans les années qui viennent, ça va être un ouragan. Alors, pourquoi on n'a pas vu les choses il y a 3 ans ? Parce que beaucoup de personnes que je connaissais me disaient « Mais regarde ces études, qui disent que ça va pas être l'ouragan que tu dis. » Oui, mais moi je leur disais « Mais qui fait ces études ?» Tu sais, la question nietzschéenne, qui parle ? Nietzsche disait « Quand on parle, qui parle ?» Or, la plupart de ces études qui étaient produites depuis 3 ans, c'est des études qui sont produites par des groupes bancaires, des groupes d'assurance, et qui ont une vision du monde biaisée. Déjà, ils sont là, les biais, en réalité, c'est notre compréhension des choses. Une vision biaisée, c'est-à-dire que les développements économiques dépendent de la technologisation sans cesse croissante de la société. C'est ça, la vision biaisée. Or, Donc, il y aurait un développement de l'intelligence artificielle générative pour continuer l'économie capitaliste dans laquelle on était. C'est ce que disaient les études, sauf que, et ça je l'analysais de très près, c'est que notre façon d'envisager les choses, depuis 3 ans, mais depuis très longtemps, quand je dis notre façon, Antonin, c'est les responsables politiques, c'est le monde économique, c'est les entreprises, et plus largement, c'est nous tous, les populations. On envisage les choses dans la perspective du concept qu'avait développé Joseph Schumpeter, le concept de destruction créatrice. Et il a vu quelque chose de façon avec beaucoup de pertinence. Il avait vu que certains types de développement technologique entraînaient des destructions d'emplois, donc des mises au chômage ou des retraites anticipées, mais, le mais est très important, mais entraînaient mécaniquement ou de façon organique sur des années
des reversements vers des emplois nouvellement créés. C'est ça le concept de destruction créatrice, développé par Joseph Schumpeter. Et il se trouve qu'au cours de toutes les décennies qui ont suivi, son équation s'est toujours vérifiée. Et particulièrement au tournant des années 80, qui avait vu la robotisation des chaînes d'automobiles. Ça venait du Japon, après ça allait aux États-Unis, après ça allait en Europe, Renault, PSA, Fiat, et aussi des grandes manufactures où des robots, désormais, étaient implantés dans les chaînes de montage et qui voyaient, effectivement, des mises au chômage ou des retraites anticipées, mais là, pour des métiers souvent à haute pénibilité, qui, au moment de la retraite, voyaient des personnes totalement cramées ou frappées par des troubles musculo-squelettiques ou qui souvent ne vivaient pas une retraite longtemps après ne vivaient pas très longtemps après la retraite. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Hein. Donc on pouvait dire que c'était pour la bonne cause. Or, il se trouve que Joseph Schumpeter, c'est très rare que ça arrive, il est mort une deuxième fois. C'est très rare de mourir deux fois. Oui, effectivement. Oui. Alors Joseph Schumpeter, il est mort une deuxième fois le 30 novembre 2022, jour de l'avènement de ChatGPT. Et pourquoi il est mort une deuxième fois? Parce que aujourd'hui, dans le monde, dans la plupart des pays du monde, entre 70 et 80% des métiers sont des emplois de service. Qu'est-ce qui les caractérise, la plupart de ces emplois? C'est que justement, ils mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives. Et voilà des systèmes qui à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités cognitives, de façon prétendument plus fiable. Antonin, j'insiste toujours sur le prétendument plus fiable. Et à terme, à moindre coût, vont assurer, une fois encore à terme, la quasi-totalité de ces tâches. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient? C'est ce que je disais de Jobs Apocalypse, ça commence à venir. Et il y a le fait que là, il n'y aura pas de reversement vers un secteur tertiaire, vers un secteur quaternaire, pour la simple raison que celui-ci n'existe pas. Donc, mais peut-être que c'est la fin du travail. Alors, à la fin du travail... Personne n'a pensé la société post... oui, et c'est pour ça que le monde de la tech veut instaurer le revenu minimum, c'est-à-dire nous réduire à des mendiants et à des masses d'inutiles. C'est oublier que le travail au sens d'Aristote et de Hannah Arendt, d'Homo Faber, parce que tous ces métiers, contrairement aux métiers à haute pénibilité qui ont été détruits au moment de la robotisation des manufactures et des usines, ce sont des métiers, Antonin, et ça il faut le relever parce que c'est très important. Ça encore je l'ai théorisé dans mon bouquin. Ce sont des métiers qui pour la plupart ont mobilisé de longues et coûteuses études, qui souvent produisent du plaisir à la tâche. Par exemple, les secrétaires de rédaction dans le journalisme, en général, ils aiment bien ce qu'ils font. Des professeurs, ils aiment bien ce qu'ils font. Des traducteurs littéraires, ils aiment bien ce qu'ils font. Donc, ils produisent du plaisir à la tâche, qui produisent aussi, on en manque tellement aujourd'hui, des phénomènes de reconnaissance sociale, d'estime de soi, et aussi qui entraînent des phénomènes de sociabilité, c'est-à-dire on œuvre ensemble. Donc, ce sont des métiers qui, pour cela, la plupart d'entre eux, des métiers de service, pas tous, je le reconnais, qui témoignent de notre grandeur. Mais je vais encore plus loin. La société, tout à l'heure, on disait, c'est des principes communs. C'est pas que des principes communs, c'est des référents communs. Mais c'est aussi une infinité de liens d'interdépendance. J'ai besoin d'un architecte, j'ai besoin d'un professeur, j'ai besoin d'un médecin généraliste, j'ai besoin d'un designer. On a tous besoin les uns des autres. C'est ça la société. C'est une infinité de liens d'interdépendance. Or, qu'a dit Sam Altman, un an après le lancement de ChatGPT, en novembre 2023, donc pour le premier anniversaire, il a dit l'avenir industriel, c'est les super-assistants. C'est-à-dire, dans tous les champs de la vie, des super-assistants vont répondre à la moindre de nos sollicitations et nos interrogations et nous conseiller dans tous les champs de la vie. L'enseignement, tous les champs qu'on a dit, juridique, médecine, design, diététique, je ne sais pas, mes vacances. Et donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça veut dire que c'est toi qui es évacué de mon horizon, une fois de plus. C'est l'altérité au profit de vis-à-vis continu avec des systèmes qui ne sont conçus uniquement en vue de générer des profits et à l'égard desquels nous allons de plus en plus dépendre. Et quand nous disions métier à haute compétence cognitive et le métier de la culture, c'est tout le monde de la culture qui va connaître un énorme ouragan. Je te donne comme exemple, presque pour terminer, j'ai vu un grand marqueur de l'époque, un signal fort et faible qui devrait nous interpeller. As-tu entendu parler de ces mini-séries faites en Chine, oui, bien sûr, dont les scénarios, les costumes, les personnages, on ne sait même plus comment les appeler, des acteurs ou des figures,
les maquillages, la lumière, tout est généré par des systèmes. Mis à part le montage, on se demande pourquoi. Et là, c'est le signe d'un monde de la culture, si on ose encore l'appeler ainsi, sans signataire, et délivrer des corps, désincarnés. Tout ce monde de la culture, qui concerne des métiers qui sont épanouissants, qui la plupart, une fois encore, produisent du plaisir à la tâche, vont subir un ouragan sans que la société ne se mobilise à ce propos. Et c'est pour... ce qu'on doit relever, c'est que la culture, ce ne sont pas que des activités, ce n'est pas qu'une activité économique, ce n'est pas que des métiers, c'est une vision du monde. En réalité, c'est une vision du monde fondée sur le fait que, une fois de plus, l'autre, toi, un artiste, un collectif, a quelque chose à apporter à la collectivité. Ils ont une subjectivité, ils ont une singularité, ils ont une richesse, parfois un génie, genre Sébastien Bach ou William Shakespeare et une infinité d'autres personnes. Ils ont un génie qui émane de leur être, de leur faculté, et qu'ils offrent à la communauté des vivants. Et cette communauté des vivants témoigne de sa curiosité, de son intérêt pour l'altérité dans ce qu'elle a de plus grand. C'est une vision du monde où on est ensemble et où l'autre parfois apporte des choses qui sont très éloignées de moi, que moi je n'aurais pas pu produire, mais même qui parfois me bouleversent, me mettent une claque pour la vie. Moi je renvoie à Proust que j'ai lu à 17 ans, ça a changé ma vie, Antonin. C'était l'altérité absolue, c'était une merveille absolue. Ça venait pas de moi, ça venait de Marcel Proust. Parce qu'en réalité, on va vers le self-musique, self-cinéma. C'est-à-dire, au lieu de découvrir l'altérité, on demande, c'est des concepts qui existent, self-cinéma, c'est pas moi qui l'invente, je parle dans mon bouquin de ça. Au lieu d'aller découvrir autrui, des compositeurs, des jeunes compositeurs, par Suno, on fait sa propre petite chanson, sa propre petite musique qui répond à mes souhaits. Moi. Je te donne l'exemple d'une petite fille ou un petit garçon de 4-5 ans, et on lui dit, des parents lui disent, je sais pas comment il s'appelle, peu importe, je sais pas, Barbara, ou tu as peut-être un meilleur prénom, Kevin, ce soir on te fait découvrir une chose qu'avec ta maman, là, c'est moi le papa qui parle par exemple, avec ta maman on a adoré quand on avait ton âge, c'est Tex Avery ou Charlie Chaplin ou Buster Keaton, on a adoré. Et tu sais ce que va répondre la petite fille ou le petit garçon? Papa, maman, une copine à l'école m'a dit que ses parents lui ont fait un film qu'elle voulait elle-même. Alors, donc tu voudrais qu'on fasse la même chose? Oui, papa, maman. Donc, tu veux quoi? Qu'il y ait un prince charmant, qu'il soit blond, qu'il soit brun? Tu veux qu'il y ait un lac dans l'histoire? Tu veux qu'il y ait des arbres? Donc, au lieu de découvrir l'altérité, au lieu de découvrir Charlie Chaplin... et Tex Avery et des choses sublimes. C'est difficile quand on a 5 ans de découvrir Charlie Chaplin. Non, mais bon, ou 7 ans, allez, franchement, tu as compris ce que j'ai. Ça va être moi, ce que je veux moi. Est-ce qu'on voit la restriction existentielle, de notre horizon existentiel qui est à l'œuvre? Tout, c'est parce que ce qu'il faut voir, ce que je n'ai pas dit depuis le début, c'est que nos actes engagent. À chaque fois qu'on utilise ces systèmes, nous devons nous poser la question de quel métier je mets en péril et quelle vision du monde nous abandonnons au profit de mon propre utilitarisme. Il va falloir aller vers la fin. Alors pour la fin, j'ai une question à nous poser. La grande question philosophique qui va tous nous regarder, qui est philosophique, qui est existentielle, qui est métaphysique, c'est-à-dire quelque chose d'assez vertigineux, c'est dès lors que des systèmes organisent de plus en plus le cours des affaires du monde et prennent en charge nos facultés les plus fondamentales, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va nous rester? C'est quoi notre rôle sur Terre? C'est ça la grande question philosophique. Et je pense que c'est la question à laquelle personne n'a répondu encore aujourd'hui, même les géants de la tech. Non, mais les géants de la tech, ils ne comprennent même pas ce que je dis là. eux, ils n'ont que des tableaux Excel à la place du cœur, comme disait la critique de mon livre dans le Figaro. Ils ne comprennent même pas. C'est la grande question philosophique. Nous sommes en 2025. En 2030, elle va nous tomber sur la tête à nous tous. C'est quoi mon rôle sur Terre? Alors, est-ce que notre rôle sur Terre, pour terminer, c'est d'être réduit à des coquilles vides et à des masses d'inutiles, parce que c'est vers ça que nous allons, où je disais on est à +3, ou est-ce que c'est dans les années qui viennent, faire valoir et défendre, préserver et célébrer nos facultés les plus fondamentales, de façon à ce que, tu sais, on parle beaucoup de vivant, il faut défendre le vivant, célébrer le vivant, très bien, mais si on veut défendre le vivant de la biosphère, tu reconnaîtras qu'en amont, il faut défendre le vivant qui est logé en nous, la flamme vitale qui est en nous, le génie logé en chacun d'entre nous, faute de quoi nous ne pourrons pas défendre le vivant de notre ensemble. Donc je crois que le devoir moral qui nous incombe, c'est de ne plus jurer que par utilitarisme pratique et de voir si des choses,
la plus grande idée que nous faisons de nous-mêmes, est-ce que nous y tenons ou non? Si nous y tenons, alors l'heure, pour quelques années seulement, et pour ne pas nous réveiller 40 ans plus tard, comme avec le rapport Meadows, avec le réchauffement climatique, c'est dans les années qui viennent de nous rendre agissants, afin que nous n'errions pas définitivement, et dans la plus grande tristesse et la folie généralisée, dans ce que j'appelle le désert de nous-mêmes. Et avant qu'on se quitte, ce sera le... Je ne savais pas qu'il y avait une dernière question pour la route. Bah, là, je l'avais prévu. Mais on est bien ensemble, continuons voilà. une seconde. Et puis c'est à la fin de la promo, donc il faut bien fêter ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois moins inquiet en permanence? Moins inquiet du futur, moins inquiet de la technologie. Chaque fois que je te vois, je suis malheureux pour toi. Tu es un peine à jouir technologique et ça me fait de la peine. Je voudrais pouvoir t'aider, mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas besoin de Laurent Alexandre pour m'aider. Laurent Alexandre incarne, à mon sens, une personne que parfois on s'est vu de temps à autre, on discute, on se serre la main. Nous n'avons pas d'antipathie privée, mais on défend deux visions du monde absolument antinomiques. Quand il dit un peine à jouir, c'est de son point de vue. Moi, je célèbre la vie. Et je pense que Laurent Alexandre incarne le cynisme économique, le cynisme des intérêts. Vous savez, il y a Charles Péguy, le grand Charles Péguy. Je renvoie à tous ceux qui nous regardent, à tous celles et ceux qui nous regardent, à ce texte extraordinaire qui s'appelle Notre jeunesse, qui est une grande leçon de vie, une grande leçon de comment nous conduire en société, sans oublier les principes fondamentaux qui devraient nous gouverner en continu. Et c'est leur perte qui nous conduit à la catastrophe et qui ont conduit justement la perte de souci des principes fondamentaux au réchauffement climatique, entre autres. Et il dit, il y a deux types de femmes et d'hommes. Il y a les femmes et les hommes d'intérêt et il y a les femmes et les hommes de principe. Laurent Alexandre est un homme d'intérêt. Moi, je crois que je peux dire, je suis un homme de principe. Merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez bien à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et nous suggérer, pourquoi pas, un invité que vous souhaiteriez que l'on reçoive dans un entretien prochain. Nous, on fait des vidéos ici tous les jeudis. Pensez bien à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.